C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'attente des partisans de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale doit rendre demain mardi sa décision sur les demandes de libération provisoire et d'acquittement de l'ancien président ivoirien et de son ministre Charles Blé Goudé. Reportage de notre correspondant à suivre dans ce journal. Nous irons également au Sénégal, c'est désormais officiel, Khalifa Sall et Karim Wade sont exclus de la course à la présidentielle en raison de leurs condamnations respectives. Décision du Conseil constitutionnel, nous serons en direct avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Et puis nous recevons ce soir sur notre plateau Julia Pasquale, journaliste au Monde et auteure d'une série de reportages sur les expulsions d'Algérie de migrants subsahariens et les conditions de retour dans leur pays ou au Niger. Une série en 8 épisodes, on en reparle à la fin de ce journal. Les Ivoiriens suspendus à la décision de la Cour pénale internationale. Dans moins de 24 heures, la CPI va se prononcer sur les demandes de libération provisoire et d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, tous deux poursuivis pour crimes contre l'humanité. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook. C'est l'histoire d'une folle rumeur. Le 14 décembre dernier, la toile ivoirienne s'embrase, Laurent Gbagbo aurait été libéré. Ses soutiens se rassemblent dans plusieurs quartiers d'Abidjan, comme ici dans sa résidence de Cocody. Même si l'information n'est pas confirmée, la fête bat vite son plein. C'est le vrai cadeau que le Père Noël nous envoie cette année. La rumeur est finalement démentie en fin de journée. Un emballement symptomatique du sentiment d'injustice ressenti par les pro-Gbagbo. Ici, à Yopougon, un quartier réputé comme plutôt favorable à l'ex-président ivoirien, beaucoup suivront l'audience de mardi avec espoir. L'attente des Ivoiriens, c'est que le mardi, le président Laurent Gbagbo soit purement et simplement acquitté et qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Mais une telle perspective est loin de plaire à tout le monde. Ivoiriens, nous disons non à la libération des criminels, non à la libération des assassins. Encadrés par les forces de l'ordre, une centaine de personnes s'est réunie ce lundi matin pour réclamer justice. Ils se présentent comme des victimes de la crise post-électorale. Nous voulons officiellement et à la face du monde dire que nous sommes opposés à une quelconque libération de Laurent Gbagbo. D'un côté, les inconditionnels de l'ex-président, de l'autre, ceux qui se présentent comme ses victimes. Pour ce journaliste, la majorité des Ivoiriens ne verraient pas forcément d'un mauvais œil une libération de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, quelle que soit leur opinion, qui sont généralement alignés soit du côté de Ouattara, soit du côté de Gbagbo ou encore du côté de Bédié. Globalement, je pense qu'il y a une volonté de tourner la page de cette crise post-électorale. Une éventuelle libération provisoire et a fortiori un possible acquittement de Laurent Gbagbo ne laisse personne indifférent ici en Côte d'Ivoire. Le pays retient son souffle. À moins de 2 ans de la présidentielle, ceci bouleverserait grandement l'échiquier politique. Au Sénégal, 5 candidats seraient en lice pour la présidentielle du 24 février prochain. Khalifa Sall et Karim Wade sont tous deux écartés en raison de leur déboire judiciaire. Ils ont 48 heures pour faire un recours auprès du Conseil constitutionnel. Sarah Sako, notre correspondante, est en direct de Dakar. Sarah, les sages ont donc recalé les dossiers de ces deux opposants. Voilà, Myriam. Et dans le cas de Khalifa Sall, le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier dernier, arrêt qui confirme en fait la condamnation de l'ex-maire de Dakar à 5 ans de prison ferme. Sur la base de cette condamnation, les sages estiment qu'il a perdu sa qualité d'électeur. Or, au Sénégal, si on n'est pas électeur, on ne peut être candidat. La logique est la même ou presque dans le cas de Karim Wade. Le Conseil constitutionnel justifie sa décision dans son dossier par l'absence de numéro de carte d'électeur et rappelle que lui a été condamné à 6 ans de prison en 2015. Les deux candidats, vous l'avez dit, ont 48 heures pour faire recours et leurs états-majors ont déjà annoncé qu'ils le feront, qu'ils épuiseront les recours juridiques. Ils invoquent des raisons politiques à l'élimination de leur candidature, ce qu'ils répètent depuis des mois et ce que nie le pouvoir. Je n'ai pu joindre ce soir les mandataires de Karim Wade. Je vous propose d'écouter Babacar Thioiba, c'est le mandataire de Khalifa Sall. Dans le dossier de candidature de Khalifa Babacar Sall, nous avions introduit une déclaration de candidature signée par lui-même où il est bien mentionné le numéro de la carte d'électeur de Khalifa Babacar Sall.
Ici, ajoute que dans le même dossier, nous avons introduit la copie légalisée de la carte d'identité de M. Khalifa Ababacar Sall, faisant office de carte d'électeur, délivrée par les services du ministère de l'Intérieur. Nous dire aujourd'hui que Khalifa Ababacar Sall n'est pas électeur relève purement et simplement d'une forfaiture. C'est une escroquerie en bande organisée qui est à l'origine de cette décision. Macky Sall a décidé d'engager le pays dans la confrontation. Nous allons relever le défi. Et les conséquences que cela pourrait avoir sur la stabilité de ce pays seront de sa seule responsabilité. Sarah, du coup, le président sortant, Macky Sall, n'aura face à lui que 4 candidats. Oui, et c'est un chiffre très bas, en tout cas le plus bas de ces 30 dernières années. En 2012, il y avait 14 candidats, pour vous donner une comparaison. Alors Macky Sall sera face à Idrissa Seck, ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade, 2 fois candidat malheureux à la présidentielle, en face également de Madické Niang, qui lui a quitté le PDS de Karim Wade il y a quelques mois. Il y aura aussi Issa Sall du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement. Et enfin Ousmane Sonko, qui était inconnu du grand public il y a encore 3 ans et qui est très médiatisé à présent au Sénégal en raison de ses critiques acerbes contre Macky Sall. Merci beaucoup Sarah Sacco, notre correspondante dans la région. La SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, demande un recomptage des voix à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Les résultats du scrutin sont contestés par une partie de l'opposition, notamment par Martin Fayulu qui a déposé un recours. La CENI avait annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi, la semaine dernière, la victoire de Félix Tshisekedi. Au Zimbabwe aussi, on attend toujours de récolter les fruits d'une vie meilleure. 1 an après le départ de Robert Mugabe, la police a dû intervenir ce lundi pour disperser des manifestations de protestation contre la forte hausse du prix du carburant décrétée par le président Emmerson Mnangagwa. Il est de plus en plus critiqué pour son incapacité à sortir le pays de la crise. Où en est la Tunisie 8 ans après la Révolution? Les jeunes qui se sont soulevés vivent-ils mieux aujourd'hui, pas évident, car même si le pays a connu un certain mieux avec la reprise du tourisme et l'exportation en hausse des dattes et de l'huile d'olive, l'économie peine à redémarrer, la crise politique et sociale n'arrange en rien la situation. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Libi. Cela fait des mois que la centrale syndicale tunisienne, l'UGTT, multiplie les rassemblements. Et le scénario risque de se répéter cette semaine. En cause, des négociations sur les augmentations salariales qui n'aboutissent pas et une situation économique qui empire. Aujourd'hui, l'UGTT maintient un bras de fer avec le gouvernement et menace d'une grève générale le 17 janvier. Nous avons signé un protocole d'accord avec les chefs de gouvernement. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas aucune réponse. L'inflation est à peu près à 8%. Et aussi le glissement des dinars, qui a beaucoup d'inconvénients sur le pouvoir d'achat. Le taux d'intérêt bancaire aussi, il a augmenté avec 3 points. Voilà, notre situation sociale, c'est très difficile. Pour beaucoup de Tunisiens, cette crise entre le gouvernement et la centrale syndicale est aussi le résultat d'une politique d'austérité encouragée par l'un des principaux bailleurs de fonds de la Tunisie, le Fonds monétaire international. La Tunisie suit depuis quelques années un programme d'aide et de soutien du FMI et ce programme impose à la Tunisie un certain nombre de réformes, un certain nombre de changements. Et aujourd'hui, clairement, l'FMI et les recommandations du FMI rejettent cette augmentation de la masse salariale dans la fonction publique. Le gouvernement est donc pris entre le FMI et l'UGTT et au milieu de cette crise, les Tunisiens trouvent leur pouvoir d'achat affaibli. Dans les grandes surfaces, les promotions se multiplient mais beaucoup de clients n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Tous les samedis, je viens faire ici mes courses à Carrefour et je trouve beaucoup de produits dont les prix sont doublés, voire triplés. Ça augmente trop, beaucoup trop. On fait ce qu'on peut, tout est vraiment cher. On ne mange plus ce qu'on aime, on est obligé de prendre comme ça des choses juste pour survivre, quoi. 8 ans après la révolution du pain et de la dignité, beaucoup de Tunisiens se serrent la ceinture face à une transition économique encore fragile.
Notre invitée ce soir est journaliste au Monde. Elle a signé une série de reportages, 8 au total, sur les conditions d'expulsion des migrants subsahariens d'Algérie et le retour au Niger de certains d'entre eux. Julia Pasquale, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment avez-vous réalisé ce reportage? Est-ce que ça a été difficile? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Ça n'a pas été si difficile que ça. On s'est rendu au Niger avec le photographe qui m'accompagnait. On a essayé de s'approcher au maximum de la frontière entre le Niger et l'Algérie. Donc on s'est rendu jusqu'à Arlit. C'est vrai que c'est une zone classée rouge par la diplomatie française, mais une fois qu'on prend des précautions de sécurité, on peut s'y rendre pour réaliser ce reportage. Alors, est-ce que ça a été compliqué de recueillir des témoignages et de vous approcher de ces personnes qui ont été expulsées d'Algérie, ces migrants africains? Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à Arlit au moment où il y avait justement un convoi de migrants subsahariens refoulés d'Algérie qui arrivaient à Arlit par camion. Ce sont des camions à bétail affrétés par l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU, qui était allée leur porter assistance à la frontière entre l'Algérie et le Niger, où ils sont abandonnés littéralement en plein désert. Et donc nous, on les a vus arriver et on a pu en interviewer un certain nombre. Ils étaient à peu près 200 dans ce convoi de refoulés. Alors justement, dans vos articles, vous avancez des chiffres contestés d'ailleurs par l'Algérie qui n'a pas souhaité vous répondre. Comment avez-vous obtenu ces chiffres? Quelles sont vos sources pour documenter Ce qu'on explique dans le reportage qu'on a réalisé, c'est qu'il y a autour de 11 000 personnes en 2018, migrants subsahariens, qui ont été refoulés par l'Algérie et abandonnés au niveau de la frontière avec le Niger. Ce sont des chiffres que nous n'avons pas inventés, ils sont sourcés par l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU, qui constate donc ces vagues de refoulement puisqu'elle prend en charge ces migrants. Alors vous parlez de camions du Croissant Rouge qui transportent ces migrants vers le sud algérien, notamment la ville de Tamanrasset, avant que ces migrants soient livrés à eux-mêmes et jetés dans le désert, j'ai envie de dire. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reconstituer un petit peu la route qui avait été empruntée par ces migrants au cours de leur expulsion. Ce sont des migrants qui vivent, par exemple, à Alger ou à Oran ou dans d'autres villes du pays. Et en fait, ils vont être mis dans des bus, dans des convois de bus, amenés jusqu'à Tamanrasset. Là, ils sont placés dans un centre. Puis ce sont des camions à bétail qui les prennent en charge. Ces camions-là sont affrétés par les autorités algériennes, mais estampillés Croissant Rouge. Et ils vont être amenés jusqu'à la frontière avec le Niger. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ça fait déjà quelques années qu'on parle de ces expulsions d'Algérie vers le désert, de ces migrants livrés à eux-mêmes. Mais d'après les sources que vous citez, c'est de plus en plus fréquent. Ce sont des chiffres qui ont augmenté. Vous dites aussi dans vos articles que c'est aussi la situation en Europe, la montée de l'extrême droite, qui fait que ça décomplexe un petit peu cette maltraitance envers les migrants en Afrique du Nord, les migrants, pardon. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une accélération effectivement de ces vagues d'expulsion collective de migrants subsahariens depuis 1 an. On essaye de comprendre d'où vient ce phénomène et il s'explique notamment parce qu'il y a un report des routes de migration vers l'Europe. Jusqu'à présent, les gens passaient majoritairement par la Libye. Compte tenu de la situation chaotique en Libye et du fait que la traversée de la Méditerranée centrale est quasiment devenue impossible aujourd'hui, il y a effectivement un report des routes migratoires vers la Méditerranée occidentale. Mais ça ne représente qu'une partie de ces migrants qui vont en Algérie, car la majorité d'entre eux, en réalité, vont en Algérie pour y travailler, notamment dans le secteur des travaux, de la construction. Et en fait, ils n'ont pas l'intention d'aller en Europe, bien au contraire. D'ailleurs, on peut lire ces témoignages des conditions de vie aussi dans les grandes villes algériennes, à Alger, à Oran, dans vos reportages qu'on peut retrouver sur le site internet du Monde, lemonde.fr. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Julia Pasquale. Merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Certains voient en l'Artémisia annua une plante dangereuse. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant. Elle est pourtant consommée depuis 2 millénaires en Chine pour soigner la malaria et des paysans la cultivent aujourd'hui en Afrique. Dès qu'on a de la fièvre, on ajoute une petite pincée d'artémisia et on le boit. Et la fièvre disparaît. Il n'est pourtant pas si facile de s'en procurer. L'Artémisia annua est une jolie plante qui est très efficace mais interdite en France. On n'a pas le droit d'interdire de guérir des gens avec une herbe médicinale.
L'artémisia ne semble dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit « Monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business ». Et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Malaria Business, une enquête exceptionnelle à découvrir dans Reporter le Doc sur France 24.